Pour s'engager dans la cause environnementale, il faut posséder une grande confiance dans la capacité de changement de la société. Sans cette confiance, il faut entrer dans le camp des fatalistes, un peu comme l'archéologue Joseph Painter, qui croit que de toute façon, notre civilisation, comme toute civilisation d'ailleurs, va inexorablement vers l'extinction. Et si la disparition des Mayas et des Incas ou la chute de l'Empire romain n'ont pas entraîné l'extinction de la planète, il est difficile de prédire ce que le futur nous réserve en cette époque de consommation effrénée et d'interdépendance mondiale. Entre la vision apocalyptique de plusieurs chercheurs et l'aveuglement volontaire des climato-sceptiques, il y a des groupes qui font office de phare et qui guident le développement durable. Le CQDE en est un et je suis heureuse de me joindre à vous pour souligner, oui, 30 ans d'engagement. Et des progrès, il y en a. Votre programme regorge de pistes de survie. Je prends comme exemple non seulement l'amélioration de l'accès à la justice par la publication d'un guide citoyen, mais aussi le recours aux tribunaux pour la protection de l'environnement. Presque toute ma vie professionnelle a inclus les tribunaux comme outil de protection des droits. C'est donc un sujet qui pique mon attention. Et en matière de développement durable, les défenseurs de l'environnement y trouvent un terrain de plus en plus fertile et un sujet de grande actualité. Vous avez peut-être lu dans le New York Times que la Cour suprême de Norvège, siégeant en plénière, c'est-à-dire un banc de 15 juges, a entendu du 4 au 12 novembre dernier une contestation fondée sur un droit constitutionnel à un environnement sain. Cette contestation mise sur les acquis de l'affaire néerlandaise menée par Urgenda, plus particulièrement par Maître Van Berkel, qui est parmi nous. Environnement jeunesse n'a peut-être pas encore réussi là où les Néerlandais ont gagné des points, mais le tribunal norvégien dispose d'outils constitutionnels puissants qui permettent d'espérer une conclusion favorable. Peut-être que la Cour suprême de Norvège verra aussi l'incohérence du gouvernement norvégien qui, d'une main, tire d'importants revenus de l'exportation pétrolière et, de l'autre main, par son fonds souverain, qui en passant est le plus important au monde, limite ses investissements dans les énergies fossiles. Je suis très curieuse de lire ce que dira la Cour suprême de Norvège. À tout événement, en matière environnementale, même les défaites à court terme ouvrent la voie à des avancées importantes. C'est un peu comme les dissidences à la Cour suprême du Canada. Ma prédécesseure à la Cour, la juge Claire Leroux-Dubé, en sait quelque chose. Elle était surnommée grande dissidente, mais c'est tout de même elle à qui nous devons d'avoir ouvert les portes en droit familial, entre autres, sur un sujet qui fait au Québec l'objet d'une réflexion publique et qui, nous l'espérons, mènera à une réforme législative reconnaissant de façon plus large les droits des conjoints de fait. Cela m'amène à un autre sujet dont vous avez traité, le contexte législatif. La protection de l'environnement a évolué au cours des ans. La première loi québécoise aura bientôt 50 ans. Comme en plusieurs domaines, par exemple pour la Charte des droits et libertés, le Québec a devancé le fédéral, cette fois de près de 20 ans. Le sujet du partage des compétences me brûle encore les lèvres. J'ai quitté officiellement la Cour depuis 8 ans, mais j'en suis encore passionnée. Que fera notre Cour suprême de la législation fédérale en matière de contrôle des gaz à effet de serre? Des questions juridiques sérieuses sont posées, mais il y a aussi des questions bien pratiques et politiques.
Dans le passé, j'ai souvent favorisé la régulation de proximité et la coordination des règles. Je crois profondément aux principes énoncés dans l'arrêt Spraytech, où s'illustre aussi la juge Leroy Dubé, cette fois pour la majorité. Il est cependant des matières qui débordent les frontières. Les gaz à effet de serre en sont un exemple. Devant le non-respect ou même le rejet de l'accord de Paris, en l'absence d'entente transnationale contraignante, en l'absence de coordination rigoureuse entre les pays, les États doivent agir. Comme pour les risques systémiques en matière de valeurs mobilières, nous devons nous interroger sur l'organe le mieux placé pour réguler de façon efficace les enjeux environnementaux. Je ne peux m'avancer sur le sort du pourvoi concernant la loi fédérale, mais plusieurs questions demeurent et demeureront ouvertes. Les enjeux méritent votre engagement soutenu. Il fut un temps où la prise en main de notre avenir reposait sur des enjeux principalement économiques. Cela a donné lieu au Québec Inc. L'avenir réside maintenant dans le développement durable. Longue vie au Centre québécois du droit de l'environnement. Vous êtes la relève. Merci.